Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Dans ce numéro, il sera question du processus de numérisation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Un document de stratégie est en cours d'élaboration. Nous verrons l'enjeu de ce travail qui est en train de se faire par le ministère de l'enseignement technique. Pour en parler, j'aurai à vous présenter deux invités. Débat thématique, c'est dans un instant. Alors, je le disais, pour parler de la numérisation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, j'ai deux invités pour en parler. De ma droite vers ma gauche, M. Harold Poda, il est consultant en stratégie et stratégie numérique. M. Poda, bonsoir. Bonsoir, Marcel. À ma gauche, un habitué de ce plateau que je vais vous représenter, M. Wolu Diamba. Il est le directeur des statistiques de la recherche et de la planification au ministère de l'enseignement technique. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, Marcel Toy, et merci de nous avoir invités. Nous avons suivi au journal de 20h à la TVT une activité que nous avons jugée très importante pour laquelle vous êtes sur ce plateau. Il s'agit de la numérisation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La toute première question, est-ce que cette numérisation répond aux recommandations gouvernementales ou bien aux exigences internationales, sachant que le Togo appartient de toute façon à une communauté internationale où les questions éducatives sont au cœur des préoccupations, que ce soit de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'UNESCO. Merci, Marcel Toy. Avant toute chose, permettez-nous de vous remercier pour tous les efforts que vous faites pour la promotion de l'éducation et particulièrement de la formation professionnelle au Togo. L'initiative que vous avez vue la semaine passée au journal, et cela répond bien à l'agenda national qu'à l'agenda international. C'est-à-dire qu'au niveau international aujourd'hui, il est question d'amener donc tous les pays vers l'adaptation du numérique dans tous les process. Et le monde évolue, nous sommes à l'ère du numérique et le Togo n'est pas du reste. Le gouvernement togolais aussi a pris ses responsabilités pour véritablement que le numérique devienne une réalité dans nos quotidiens. Et cela est traduit dans la feuille de route gouvernementale. Exactement, traduit dans la feuille de route gouvernementale. Vous le verrez à travers les projets prioritaires 25 et 26, qui voudraient donc que le Togo soit un hub d'innovation digitale. Il est prévu aussi la digitalisation de tous les services publics du Togo à travers cette feuille de route-là. C'est-à-dire qu'il y a de grands projets en ce sens pour le Togo. Et comme je le disais, au niveau des exigences internationales, quel est le lien entre ce que vous êtes en train de faire et les priorités internationales? Au niveau de l'éducation, plus précisément, l'ODD 4, qui voudrait donc qu'on ait une accessibilité à l'éducation, une éducation de qualité inclusive pour tout le monde et assurer l'apprentissage tout au long de la vie. Et là aussi, le numérique a un rôle important à jouer. Il y a une initiative qui a été lancée en 2021 par un certain nombre de partenaires au développement, en tête de ligne l'UNESCO, pour la transformation digitale. Ils ont appelé ça Initiative africaine de transformation de l'ETFP et des systèmes de développement des compétences techniques et professionnelles. Et le Togo saisit cette opportunité pour justement créer l'écosystème qui permet non seulement de mettre en place donc cette transformation, mais d'accélérer la transformation digitale pour faire profiter toute la population. Fidèles téléspectateurs, comme nous l'avons dit en tout temps, c'est au journal de la TVT que nous avons vu ce reportage. On va vous rafraîchir la mémoire en vous permettant de suivre à nouveau cette activité très importante que le ministère de l'enseignement technique a menée. Et mettre en place des plans d'action. À cette rencontre est lancé le processus d'élaboration de la stratégie de transformation digitale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette stratégie nationale de l'ETFP se justifie par la nécessité d'intégrer les technologies digitales dans l'ensemble de ses activités afin de rendre plus performant le système éducatif d'apprentissage. Elle comprend 3 composantes. Les étapes principalement, c'est l'état des lieux. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quelles sont les différentes actions qui ont déjà été menées
dans un processus de digitalisation. Il y a aussi les échanges qu'on a avec les experts métiers, les professionnels qui sont sur le terrain, les enseignants. On identifie les réalités, les challenges. Et maintenant, nous, en tant qu'experts en tout ce qui est approche technologique, nous allons maintenant utiliser des outils de numérisation, la technologie, l'intelligence artificielle, pourquoi pas, pour intégrer ça dans le processus de formation. Le ministère de l'Enseignement technique peut donc compter sur l'appui de l'UNESCO et de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, pour son implémentation. Les enjeux de la stratégie sont d'une importance capitale. Il s'agit de définir les voies et les moyens d'opérer la transformation digitale de l'ETFP devant favoriser un système éducatif et de formation plus accessible et adapté aux besoins du marché du travail. Je souhaite que ces enjeux soient bien compris et que chacun des membres des équipes d'élaboration de la stratégie de digitalisation s'investisse suffisamment dans les travaux de qualité, car c'est à ce prix que tous les acteurs impliqués auront contribué à élaborer une stratégie capable de transformer numériquement l'ETFP et de développer les compétences au Togo. Au plan national, cette initiative est en phase avec la vision du gouvernement à travers le 3e axe de sa feuille de route 2025 qui veut faire du Togo une référence régionale dans le digital. Le ministère de l'Enseignement technique est accompagné dans ce travail par un consultant, M. Poda, c'est lui qui est à ma droite. M. Poda, quels étaient les thèmes de référence qui ont amené le ministère à vous retenir pour faire ce travail? Le Togo étant en coopération avec différents autres pays dans le monde, le processus de sélection du consultant que je suis a été fait depuis le Canada. Il y a un programme qu'on appelle le programme CLÉ, qui est financé par Affaires mondiales Canada. Donc le programme CLÉ, c'est pour compétences, leadership et éducation. Donc il y a eu un processus de sélection depuis le Canada pour trouver la meilleure personne qui puisse répondre aux exigences de cette mission ici au Togo. C'est ça. Je reviens au directeur de la DSRP, le directeur des statistiques, de la recherche et de la planification au niveau du ministère. Alors, rappelez-nous rapidement les objectifs visés par ce travail que vous êtes en train de faire. D'abord, à 2 niveaux. Nous sommes à la première étape, c'est de nous doter d'une stratégie de transformation digitale de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Ensuite viendra la mise en œuvre de cette stratégie. Pour l'élaboration de la stratégie, c'est justement ce pourquoi le consultant a été recruté. Sa mission, c'est nous aider à nous doter d'une stratégie. Alors, lorsqu'on aurait élaboré la stratégie, après, il faut mettre en œuvre cette stratégie. Et c'est là vraiment le grand challenge. Il faut mobiliser toutes les ressources, les partenaires qu'il faut, en tout cas tout ce qu'il faut pour que cette transformation digitale soit vécue au quotidien. Et donc, nous ne sommes qu'au début du parcours et nous remercions déjà le consultant qui a bel et bien commencé sa mission avec le lancement que vous avez suivi la semaine dernière. Pour que cette stratégie puisse arriver au niveau où, en tout cas, nous avons vu pour l'instant, puisque c'est un processus qui est en cours, nous sommes plus que convaincus que dans l'enseignement technique, eh bien, il n'y a pas du néant. Alors, ça suppose que vous avez fait un diagnostic situationnel. Que révèle le document de diagnostic? Je tiens à préciser que nous avons, lors de l'atelier de la dernière fois, lancé notre séance de travail ou le travail dans sa globalité. Nous avons décidé d'avoir une approche inclusive où il y aura la participation de toutes les parties prenantes de l'ETFP. Et justement, notre rôle va être de réunir toutes ces parties prenantes, les agents des ministères impliqués, les directions, les écoles, les formateurs, pour ensemble, autour de la table, parler des points essentiels, de ce qu'ils vivent, de quelles sont les réalités actuelles au niveau de l'ETFP, quels sont des projets ou les projets en cours, des projets qui sont peut-être déjà passés, ou potentiellement des projets futurs. Et maintenant, c'est avec ce melting pot qu'on va pouvoir établir vraiment un état des lieux exhaustif où on va toucher les points essentiels.
passer maintenant cette étape d'état des lieux, nous allons maintenant passer vraiment à l'élaboration de la stratégie. C'est vraiment par rapport à ce qu'il y a en place qu'on peut vraiment penser à ce qu'on va faire dans le futur. Le directeur de la DSRP est mieux placé. On a plusieurs fois entendu parler de l'environnement numérique de travail au niveau de l'ETFP. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que c'est seulement les ordinateurs ou bien ceux qui les manipulent, aussi bien les élèves que les enseignants, ont aussi cette capacité-là de pouvoir travailler avec le numérique? Merci de rappeler le sujet des environnements numériques de travail qui, je dirais, est un pas déjà que nous faisons dans cette transformation numérique. Et nous l'expérimentons déjà dans 10 structures d'enseignement technique de formation professionnelle où sont implantés donc les environnements numériques de travail. Ça permet donc aux acteurs, je vais parler des enseignants, formateurs, des apprenants, des encadreurs, chacun selon sa fonction de pouvoir déposer des informations, venir rechercher des informations, partager, diffuser du point de vue pédagogique. Ce qui peut se faire avec l'environnement numérique du travail, c'est les cours qu'on peut déposer. C'est des cours. Les apprenants peuvent venir récupérer des cours, des enseignants. Ça se fait des déjà, enseignants. Oui, ça se fait. Des enseignants entre eux peuvent échanger. Et aujourd'hui, le challenge, c'est de faire de telle sorte que ces environnements numériques soient interconnectés entre eux. Au moins au niveau de chaque établissement, c'est déjà une réalité. Ça, c'est un premier challenge. Le second challenge, c'est de faire en sorte à ce que plusieurs établissements puissent bénéficier de cet environnement numérique. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est vraiment pas égalitaire. Parce que certains établissements en bénéficient, alors que d'autres n'en bénéficient pas. Et pour nous, c'est un gros souci. Et ça veut dire que la stratégie viendra résoudre ce problème. En fait. Voilà, la stratégie, si elle est bien mise en œuvre. Et si elle est bien définie, viendra nous dire de quelle manière nous devons nous y prendre pour que l'accès au numérique soit une réalité à tous dans le système UTFP. La gestion même de l'établissement, la gouvernance de l'établissement avec les encadreurs qui peuvent, à partir donc de l'environnement numérique du travail, gérer les statistiques de l'établissement, communiquer plus aisément aux acteurs. Et il est prévu qu'ils puissent faire même les bulletins à partir donc de cet environnement numérique de travail. Donc ça facilite aussi la gestion aussi bien pédagogique et administrative de l'école. C'est ça. Alors, avant qu'on entre dans les actions de ce document de stratégie, le consultant va nous dire tout à l'heure, nous savons que le Togo est entré déjà dans le Commonwealth. La semaine passée, la secrétaire générale a séjourné au Togo. Elle a rencontré plusieurs acteurs. Et au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire, technique, il y a déjà un point focal. Voilà, qui en principe couvre les deux sous-secteurs, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a en train de faire au niveau de l'enseignement technique par rapport aux opportunités du Commonwealth? Oui, mais c'est que cette initiative qui nous conduit à l'obtention d'une stratégie est déjà un grand pas que nous sommes en train de faire. La probabilité que le Commonwealth vous accompagne dans l'accélération de la transformation numérique, il faut déjà disposer d'une stratégie. Ça voudrait dire qu'avec la stratégie, désormais, nous avons une vision. Nous savons où est-ce que nous voulons aller et comment nous devons y aller. Et comme ça, on a un document de plaidoyer. Un document qui nous permet donc de discuter de façon sérieuse avec le Commonwealth désormais pour qu'il puisse nous accompagner. Je précise, et je parle sous le contrôle du consultant, que notre stratégie sera accompagnée d'une matrice d'action prioritaire pour qu'on voit exactement à court et moyen terme ce qui va se faire. Et donc, le Commonwealth verra que véritablement, nous sommes plus qu'engagés vers la transformation numérique. Et là, pourront émerger des projets et programmes dans ce domaine-là qui pourraient être donc accompagnés par le Commonwealth. Le numérique constitue pour le Commonwealth un axe majeur. Est-ce que le point focal au niveau du ministère de l'enseignement primaire secondaire couvre en même temps votre sous-secteur? Non, c'est toute l'éducation, même l'enseignement supérieur. Le Commonwealth va pouvoir appuyer tout le secteur de l'éducation sans exclusion. Je saisis l'occasion pour vous rappeler que c'est Mme Alaba. Voilà, c'est elle qui est le point focal. Vous allez suivre un peu son interview sur ce qui est en train de se faire au niveau du ministère de l'enseignement primaire avant de revenir sur notre sujet qui porte sur la numérisation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour cette année, l'équipe technique de rédacteurs a continué le travail. On a organisé une retraite à Palimé. Au cours de cette retraite, le travail entamé à Lomé a été finalisé, a intégré tout ce qui n'a pas pu être fait. Et cette retraite nous a permis de revenir avec un travail bien consolidé. Et cette semaine, nous sommes à la direction des programmes et des innovations pédagogiques
où nous validons le travail qui a été élaboré par cette équipe technique. Et pour ce faire, l'équipe a été étoffée par des inspecteurs et des enseignants du primaire qui ont déjà commencé par utiliser le programme au niveau des CP. Et leurs contributions vont permettre à l'équipe technique d'améliorer le travail qui a été fait, de le valider. Il y aura des maquettes, des vidéos, des chants et autres. Tout cela est en train d'être passé par les peignes fins sous le regard des inspecteurs. Une fois que ce travail sera terminé et validé, nous pourrons alors aller à la formation au renforcement des capacités des enseignants qui seront pour les capacités à mettre en œuvre ce programme au cours de la rentrée prochaine. Ok. Est-ce que vous avez eu à visiter certaines écoles qui expérimentent déjà l'anglais? Et quel constat vous avez fait? Oui, avant même de visiter les écoles, le ministère avait organisé 2 missions. Nous étions allés au Rwanda, nous étions allés aussi au Cameroun. Vous savez, c'est des pays qui, par exemple, si je prends le cas du Rwanda, le Rwanda était un pays francophone et qui a basculé dans la zone anglophone, qui utilise l'anglais. Donc, nous sommes allés apprendre comment ils ont pu réussir ce basculement. Et aussi au Cameroun, sachant qu'ils ont 2 entités, une zone anglophone et une zone francophone, nous avons appris d'eux comment ils arrivent à enseigner l'anglais dans la zone francophone. Et de retour donc de cet apprentissage que nous avions eu des 2 pays, c'est de là que tout est parti. Et au niveau Togo, nous avons aussi des écoles, par exemple l'école française, le British School, des écoles privées, à Canadian High School et autres écoles qui expérimentent déjà l'enseignement de l'anglais. Nous avions fait cette mission pour explorer ce qu'ils font et de retour, nous sommes assis et nous avions dit qu'est-ce que nous pouvons faire. De tout ce que nous avions appris, nous avons essayé alors d'adapter au contexte togolais. Revenons à notre sujet. Nous avons la chance d'avoir notre consultant, M. Kodara, à nos côtés. Et on va rentrer au cœur du document. Le cœur du document, ce sont les axes de ce document de stratégie. C'est vrai, il n'est pas encore finalisé, ce document, mais je crois que le consultant doit pouvoir nous dire les grands axes pour nous rassurer que le diagnostic a été très bien fait et que le résultat que nous attendons pour impacter l'enseignement technique de la formation professionnelle, ce résultat pointe déjà l'horizon. Tout à fait. Le travail est en cours, comme je le disais tantôt. Vraiment, c'est une analyse approfondie de l'état actuel des choses qui va permettre de définir une stratégie complète suivie d'un plan d'action, de la matrice d'action, comme le disait M. Woulou. Mais dans tout processus de numérisation, de transformation digitale, il y a quand même des points essentiels qui reviennent très régulièrement, notamment les infrastructures. Dans les infrastructures, je vais mettre peut-être un côté hardware et un côté software. Donc, le côté hardware, ça va être vraiment tout ce qui est installation physique pour l'accès à tout ce qui peut être Internet, info nuage, etc. Et après, on va avoir ce côté software. Donc, ça va constituer un axe de nos actions. Ensuite, il y a la gouvernance. Quand tout cela est mis en place, comment est-ce que ces plateformes vont être gérées? Comment est-ce qu'on va protéger les données? Comment est-ce qu'on va gérer l'accessibilité, etc. Donc ça va tourner vraiment dans tout ce qui est gouvernance. Après, maintenant, vient un point essentiel, un point qui est souvent négligé, surtout dans l'éducation, c'est le contenu. Il ne sert à rien d'avoir des plateformes efficaces, accessibles, si les apprenants ou les formateurs n'ont pas de contenu là-dedans. Donc, le contenu ou comment mettre en place des processus pour la création de contenu efficace, ludique, ça aussi, ça va être un point essentiel. Donc, je résume, axe 1, c'est sûr qu'on va l'avoir, infrastructure. Axe 2, gouvernance. Axe 3, contenu. Après, maintenant, comme on le disait, le travail est en cours. Probablement qu'on va avoir d'autres axes, mais là, on ira dans des réflexions un peu plus poussées avec les acteurs. Les personnes ressources, de toute façon, au niveau de l'enseignement technique, sont déjà préparées pour mettre en œuvre
certains des axes dont vient de parler tout à l'heure le consultant M. Poda? Ça serait peut-être prétentieux de dire qu'on a toutes les ressources. Il y a quand même quelques ressources déjà existantes, puisque la preuve, c'est que nous avons déjà l'environnement de travail. Ce n'est pas le seul projet. Il y en a d'autres que nous avons déjà initiés, aboutis ou non. D'abord, nous comptons sur la ressource qu'est le consultant qui nous appuie. Mais en interne aussi, nous avons des cadres qui sont informaticiens, qui peuvent compter dans la balance. Il y a aussi des équipes techniques qui ont été mises en place, pluridimensionnelles, venant de services différents, dans le cadre de ce processus-là, qui ont été mises en place et ils ont bénéficié de l'accompagnement justement de l'UNESCO. Peut-être qu'on va en parler, des partenaires qui nous accompagnent et qui ont suivi des formations dans le cadre de l'initiative africaine de transformation digitale, qui ont suivi des formations. Je crois qu'ils ont fait des formations à Dakar, dans d'autres pays même, et ici même, en ligne. Voilà. Donc, nous disposons quand même des ressources humaines, je crois, qui vont pouvoir nous accompagner dans l'élaboration et dans la mise en œuvre de cette stratégie-là. Ok, nous allons enchaîner en même temps avec les partenaires potentiels parce que, vous l'avez dit entre-temps, pour que les conditions de mise en œuvre soient réunies, ce n'est pas seulement le document, ce n'est pas seulement le personnel du ministère et l'accompagnement technique aussi du consultant, mais la question des ressources financières, c'est vraiment un grand défi à relever. C'est ça. Oui, nous travaillons à ce que l'État même mette la main à la pâte. Oui. Mais l'État se fait déjà accompagner par certains partenaires. Le Commonwealth. Le Commonwealth, vous le savez, vous l'avez déjà noté. Mais sur le coup là, c'est l'UNESCO qui est en tête de liste. Mais il y a aussi l'OIF, c'est une institution spécialisée, je vais parler de l'IFEF, Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, IFEF, qui nous avait déjà accompagnés, il faut le rappeler, à la mise en place d'un outil de suivi professionnel des sortants, que nous avons appelé Insert Jeune. Voilà, c'est un outil digital aussi. Et à part l'UNESCO et l'IFEF, ou la francophonie, il faut compter aussi avec d'autres partenaires comme celui dont le consultant parlait tantôt. Je vais parler du programme Clé, qui est financé par un organisme canadien. Affaires mondiales Canada. Voilà, des partenaires. Il y a la GIZ aussi, qui n'est pas un partenaire des moindres. Nous savons que l'AFD ne tardera pas aussi à emboîter le pas. Cela nous rassure que ce document ne restera pas au tiroir, mais véritablement sera mis en œuvre pour que tout change. Voilà. Il faut qu'on soit à l'abri et faire de l'enseignement technique de la formation professionnelle un sous-secteur résilient contre toute éventualité. Voilà. Monsieur Woulou, je reste un peu avec vous. L'enseignement technique de la formation professionnelle est déjà dans le numérique il y a déjà quelques années. Et à la faveur de la semaine de l'ETFP, la deuxième édition, cette année 2024, nous avons vu beaucoup de prouesses des élèves. Est-ce qu'ils ont utilisé les compétences numériques pour concevoir tout ce que nous avons vu là? Oui. Et nos élèves, je vous avais dit déjà une fois assis sur ce plateau, et ils sont très ingénieux, font des choses même dont on ne pouvait penser d'eux, malgré les équipements et c'est pas en tout cas le plateau technique que nous avons à disposition pour former nos élèves. Justement, ça à l'aide du numérique, ils vont au-delà de ce qu'on leur apprend. Et ils nous ont émerveillés lors de la semaine de l'ETFP passée en 2024 avec les productions. Je me rappelle pour ce qui est du numérique et de l'intelligence artificielle, il faut noter une production qu'on a appelée toise électronique qui permet de prendre la mesure des individus. Il suffit seulement de passer au niveau du dispositif. Vous avez votre taille. Vous voyez que c'est un dispositif vraiment innovant. Il y a eu aussi un dispositif qui a été conçu pour les personnes vivant avec un handicap, particulièrement nos frères qui ont des difficultés pour voir. Donc, les malvoyants ou les non-voyants. Et donc, ces personnes ont un dispositif qui est électronique, qui peuvent mettre au niveau du bras ou bien de leur cuisse. Et lorsqu'ils sont à côté ou proches d'un obstacle, le dispositif vibre et les alerte donc du danger pour qu'ils puissent dévier. Voilà un dispositif qui a été présenté. Ça remplace un peu la canne. Voilà, donc il pourra se déplacer sans canne, mais il ne va pas heurter de danger. Voilà, pour ne donner que quelques exemples. Il y a aussi un autre que j'allais oublier, c'est les compteurs de passage au niveau des services publics. Par exemple, à la TVT, on pourra mettre au dispositif et par jour, vous saurez combien de visiteurs vous avez eu.
Et ce dispositif a été présenté aussi, vraiment, c'est innovant. C'est vrai, c'est innovant. Voilà. Fidèles téléspectateurs, nous allons vous permettre de revivre un peu un des reportages de la semaine de l'ETP qui a été diffusé au journal de 20h à la télévision togolaise. Semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'heure est à la mise en place de créativité des apprenants en attendant l'apothéose où elles seront soumises à l'appréciation des autorités en charge de ce sous-secteur. La semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, édition 2024, prend fin ce vendredi avec la sélection des créations des apprenants. Les 50 meilleurs au niveau national seront récompensés. Merci. Des ouvrages qui attirent la curiosité du public, fruit du génie créateur des apprenants qui ont opté pour l'enseignement technique et la formation professionnelle, engagés à trouver des solutions durables aux problèmes de leur communauté. Nous avons réfléchi et pensé à comment améliorer l'électrisation du nouveau marché que nous allons construire, du fait qu'il y ait de la sécurité, une vie agréable au marché pour les vendeurs et les clients. C'est pour célébrer justement ces talents que cette cérémonie est organisée à l'occasion de la semaine consacrée à leur secteur, avec à la clé des prix d'encouragement, des récompenses, mais aussi des certificats pour distinguer le corps d'encadrement et le personnel administratif pour services rendus. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a fait du chemin. Donc que ces jeunes frères, ces jeunes sœurs estiment que ce qu'on leur présente n'est pas le définitif. Il faut aller encore plus loin. Le ministre Odin a remercié les partenaires pour leur grande mobilisation, dont le soutien n'a jamais fait défaut à son département, soutien qui lui permet de réaliser des performances au bénéfice des apprenants et de la croissance économique du pays. Je voudrais saisir cette opportunité pour rendre un hommage mérité au chef de l'État, son Excellence Fort Essosimna Yassingbe, qui a inscrit l'enseignement technique et la formation professionnelle parmi les leviers de développement socio-économique du pays et de lutte contre le chômage et la pauvreté, et qui s'emploie quotidiennement pour mettre les moyens à notre disposition et surtout nous orienter sur les pistes qu'il faut pour révolutionner notre secteur. Au total, 50 ouvrages ont été primés. Les champions individuels ou en équipe qui ont participé aux activités sportives de cette semaine ont été également honorés. Voilà, monsieur le consultant, au vu du travail que vous êtes en train de faire, de l'accompagnement que vous êtes en train de donner au ministère de l'enseignement technique, une idée de ce que vous attendez, voilà, des acteurs depuis le niveau central jusqu'à la base. Jusqu'à la base, c'est les enseignants, c'est les élèves, c'est les formateurs, c'est le personnel d'encadrement aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez pour que cette stratégie, quand elle viendra à être finalisée et à être mise en œuvre, eh bien, qu'on puisse avoir les résultats attendus? Lors de notre atelier de lancement, justement, on présentait un peu notre méthodologie et l'approche que nous allons adopter pour faire ce travail. Et là-dedans, je disais justement qu'on allait adopter déjà, qu'on a une approche inclusive et participative, où il est très important que tous les acteurs, toutes les parties prenantes se joignent au projet, mais qu'ils soient réellement impliqués. Une implication vraiment, je vais dire, poussée dans le processus. Ça, c'est très important. Je disais aussi qu'on allait avoir une approche bottom-up, qui veut dire en fait qu'on part de la base. Nous, les gens des métiers, je vais dire, technologiques, les experts en transformation numérique, etc., nous en faisons, hein, vraiment dans le domaine de la finance, du transport, de la logistique, tout ce que vous voulez. Ce qui permet réellement que certains projets de transformation réussissent, ce sont les professionnels métiers. C'est vraiment ceux qui sont dans le métier, ceux qui font ça au quotidien, les enseignants, les agents des ministères, les gens réellement impliqués sur le terrain. Donc, notre approche va consister vraiment à prendre ça depuis la base, à prendre de l'information. Et il y a déjà même des questionnaires et des formulaires qui circulent actuellement dans le groupe technique pour que les agents où les membres de cette équipe technique-là puissent réellement apporter de l'information. On a fait un petit canevas de questions spécifiques où ils vont pouvoir répondre et donner vraiment une vue globale de ce qu'ils vivent. Après, maintenant, autour de la table, on va s'asseoir, on va repasser dans les points essentiels,
où chacun va vraiment expliquer plus en profondeur le vécu. Et c'est comme ça, en fait, l'identification des problèmes. C'est après cela qu'on va dire, OK, on a tel problème, tel problème, tel problème. OK, on a des outils technologiques, des innovations technologiques qu'on peut utiliser pour résoudre cela. Et c'est comme ça qu'on va bâtir notre stratégie. Une fois que la vision complète sera faite, on va maintenant aller à tout ce qui va tourner autour des plans d'action, etc. Aujourd'hui, il y a, par exemple, c'est dans toutes les bouches, l'intelligence artificielle. C'est très important. Ça va aider dans beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on va l'utiliser au niveau de l'ETFP au Togo? Je ne sais pas encore, mais probablement il va y avoir quelque chose comme ça aussi quelque part. Donc voilà un peu très vite résumé l'approche et puis comment nous comptons travailler avec les membres de l'équipe technique. Tout à fait. Alors, M. Diateur, complément d'information? L'expert consultant a dit ce qu'il faut. Je crois que nous allons faire exactement comme il a dit. C'est d'abord de pouvoir rencontrer les acteurs de terrain parce que ce sont eux qui utiliseront, in fine, donc, l'outil et le numérique. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'ils veulent faire et où est-ce qu'ils ont des difficultés pour faire avec, pour que le consultant, avec son savoir, nous accompagne. Aussi bien dans la gestion, pour gérer le dispositif, c'est-à-dire le ministère lui-même, et comme pour développer les outils pédagogiques. Le numérique aujourd'hui doit pouvoir intervenir dans le continuum enseignement-apprentissage. Pour préparer son cours, on doit pouvoir utiliser le numérique. Pour dispenser le cours, on doit pouvoir utiliser l'outil numérique. Pour évaluer même les apprenants, c'est possible d'utiliser l'outil numérique. Et pour apprendre, les apprenants doivent pouvoir utiliser l'outil numérique. Aujourd'hui, il est question que le numérique ne soit pas un simple objet d'apprentissage ou une discipline, mais qu'il devienne un instrument de travail de chaque jour pour faciliter ce qu'on fait, pour rendre plus accessible la connaissance et pour faciliter son appropriation, pour mieux gérer les ressources mises à notre disposition. Je crois que le numérique pourra être utile. Et donc, comme il le dit, l'approche, c'est de rencontrer tous ces acteurs-là pour mieux comprendre leur vécu. Et comme ça, avec son savoir, il pourra nous accompagner sur la meilleure manière de procéder et quels seront les outils, la technologie qu'il faut utiliser pour le faire. Ok, nous savons que l'enseignement technique et la formation professionnelle, ce n'est pas seulement que les scolaires, il y a les extrascolaires. Est-ce qu'eux aussi sont concernés et en quoi cette stratégie pourra les impliquer? Avant même de parler des extrascolaires, je voudrais ajouter un élément qui me semble important. Au niveau de l'enseignement technique et la formation professionnelle, vous savez que l'enseignement, qui dit enseignement technique et formation professionnelle veut dire les équipements. Il faut toucher du réel. Et aujourd'hui, nous n'avons pas tous les moyens pour mettre à disposition de nos apprenants tout l'équipement qu'il faut. Avec le numérique, nous comptons pouvoir permettre à nos apprenants au moins de visualiser un certain nombre de choses, de pouvoir démonter certains mécanismes, le temps d'aller maintenant compléter le reste de la formation par les stages ou l'imprégnation en milieu professionnel. Donc le numérique pour nous aujourd'hui est vraiment très important dans le TFP pour améliorer la qualité des formations. Parlant donc des autres acteurs, je vais parler des extrascolaires. Vous voulez, si je comprends, parler des apprentis. Effectivement. Voilà, ils ne seront pas laissés pour compte. Je crois que avec l'intelligence artificielle, je parle sous le contrôle du consultant, il y a beaucoup de choses qui pourront être faites à l'égard de ce monde-là, qui, dans nos contrées habituellement, n'ont pas un niveau assez élevé. Je crois que l'éducation par les images, par le son, avec l'intelligence artificielle, je crois que beaucoup de choses pourront se faire. Le consultant est mieux placé pour en dire long. Dans ce cas, moi, je me tourne vers le consultant. Dites-nous de façon claire si eux aussi pourront être bénéficiaires de ce travail que vous êtes en train de faire. Je vais juste donner un exemple très simple, terre à terre. TikTok. Aujourd'hui, vous savez, il y a des gens, on va dire le terme que je n'aime pas beaucoup, analphabète numérique ou analphabète tout court. TikTok a été conçu de façon très intuitive, que les gens, même les enfants très naturellement, ils puissent s'orienter et naviguer, aller vers l'information qu'ils cherchent. L'exemple de TikTok, c'est typique. Aujourd'hui, c'est quelque chose comme ça qu'on peut mettre. Je parlais tout à l'heure de contenu. Voilà du contenu qui peut être mis au niveau d'une plateforme, créé de façon intuitive pour que monsieur, madame, tout le monde ou l'apprenti, tranquillement puisse aller sur cette plateforme. Peut-être, je vais prendre un exemple banal, un menuisier qui veut apprendre peut-être une nouvelle technique. Il va là-bas,
Justement, on parlait aussi d'inclusivité dans ce que nous allons faire. Le travail, par exemple, le rendu ne va pas être seulement en français. Ça va se faire en mina, si possible, ça va se faire en kabylie, etc., dans les différentes langues, pour que quelqu'un, ou en tout cas toute personne ici au Togo, puisse facilement avoir accès à du contenu comme ça. Et là, il va voir sur la vidéo, on lui explique, OK, introduction, voici comment ça se fait, voici comment ça se fait, voici comment ça se fait. Il n'a pas le matériel, il n'a pas non plus un professeur pour lui enseigner vraiment de façon, je vais dire, dispenser un cours magistral, mais au moins il voit quelque chose et il peut petit à petit lui-même commencer à essayer de nouvelles techniques, de nouvelles approches. Voilà un peu très rapidement quelque chose qui peut être fait. C'est là où le numérique fait vraiment de très belles choses dans le monde aujourd'hui et permet l'apprentissage tout le long de la vie. Nous, dans le domaine du numérique, M. Oulou, il peut sûrement en témoigner aussi, nous sommes en apprentissage continu. Chaque jour, chaque semaine, nous sommes sur nos ordinateurs, il y a vraiment, le monde va vite aujourd'hui, il y a vraiment de nouvelles choses, etc. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester en arrière. Malheureusement, nous avons choisi des métiers en technologie, en tout cas, où ça va ultra vite. C'est passionnant, mais parfois, ouf, on a envie de prendre un peu de repos. Alors, monsieur le directeur, nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Votre mot de conclusion pour ce travail formidable dont nous venons de comprendre de toute façon au cours de cette émission le contenu, les enjeux et véritablement l'intérêt pour chaque apprenant, formateur, extrascolaire de l'ETF. Nous n'en sommes qu'au début, M. Marcel, puisque nous, on vient de faire le lancement. Il y a eu quelques brimes d'activité, certes, mais nous n'en sommes qu'au début, puisque le lancement a été fait la semaine dernière. C'est maintenant que nous allons entamer l'analyse situationnelle véritable et voir véritablement la profondeur des difficultés et formuler avec le consultant les mesures de remédiation. Nous, notre ambition, c'est que très rapidement, nous puissions disposer de cette stratégie et que rapidement nous puissions aller à son opérationnalisation, puisque les jeunes attendent pour que nous puissions mobiliser tous les acteurs, les ressources qu'il faut pour traduire dans les faits cette stratégie. Je sais que cela va demander beaucoup de moyens. Déjà, il parle des infrastructures. Ça veut dire qu'il faut désormais que tous nos apprenants puissent disposer, par exemple, de l'outil informatique. Je vais parler de l'ordinateur. Et il faut que chaque établissement soit connecté. Voilà, un certain nombre de défis qui nous attendent. Les contenus, ce n'est pas les mêmes contenus, doivent être retravaillés, numérisés. Vraiment, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à faire et j'ai hâte que nous puissions aller vite. Et je crois que l'autorité attend des résultats. Et nous nous engageons pour cela. Merci pour nous avoir accueillis et nous donner l'opportunité d'en parler parce que cela participe justement à ce lancement-là que nous avons voulu à travers l'événement de la semaine dernière pour que le monde éducatif et même au-delà soit informé donc de cette initiative. Cela va faciliter le travail aussi aux consultants puisqu'il ira toquer les portes pour aller écouter les gens. Tout à fait. Alors, monsieur le consultant, comme je le disais, nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Votre dernier mot. Moi, pour mon mot de fin, déjà, je suis ravi que le Togo soit dans un processus comme ça. C'est très intéressant et on sait que l'éducation dans sa globalité participe vraiment au développement des pays. Maintenant, plus spécifiquement par rapport à la mission, déjà, on a eu un atelier de lancement très, très intéressant. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes déjà très engagées au niveau de l'équipe technique. Je me fais accompagner par M. Oulou qui est très, très accessible et très disponible pour ce projet-là. C'est déjà une très bonne chose. Donc, on va juste commencer le travail. Je vais réitérer en fait ma demande d'engagement vraiment de tous ceux qui travailleront sur le projet, les membres de l'équipe technique, etc. Et vivement qu'une fois que cette stratégie est élaborée, le plus important en bout de ligne, c'est vraiment de pouvoir exécuter pour que dans quelques années, nos apprenants ici, aussi bien au niveau national qu'international, soient vraiment des acteurs majeurs dans les économies, notamment togolaises et africaines. Merci à mes invités, merci à vous téléspectateurs pour avoir suivi cette première partie de l'émission Débat Éducation qui a porté sur la numérisation de l'enseignement technique de la formation professionnelle avec le document de stratégie dont le lancement a eu lieu et que nous espérons que ça va rapidement aboutir pour voir l'enseignement technique de la formation professionnelle numérisé. Nous allons ouvrir tout à l'heure la rubrique
Actualité sur l'éducation, Actu Éducation, pour partager avec vous les informations, les toutes dernières informations sur l'éducation. Dans la rubrique Actualité sur l'éducation, retenons que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a opérationnalisé la direction des programmes de l'innovation pédagogique, la DPIP. Et on voudrait savoir davantage sur la mission assignée à cette direction. Et nous avons tendu le micro au directeur, M. Agbozo, il est inspecteur de formation. Parlez-nous donc de cette direction. Elle est appelée comment? Elle a été rebaptisée comment? Avec quelle mission? Merci beaucoup. Mais avant toute chose, je tiens à dire un sincère merci au chef de l'État qui est très soucieux de l'éducation des jeunes et il ne ménage aucun effort pour mettre à la disposition de nos structures les moyens qu'il faut pour que nous puissions évoluer. La DPIP, Direction des progrès d'innovation pédagogique, a été opérationnalisée le 30 septembre 2022 par l'arrêté 0532 pris par Monsieur le ministre qui opérationnalise. Mais il faut dire ici que ce n'est pas créé. C'est l'arrêté 087 de 2010 qui a créé la DPIP. Mais ça n'a pas été opérationnalisé. Entre-temps, les activités de la DPIP étaient assumées en partie par la direction des formations que nous appelons avant la DIFOP. Après la DIFOP, on parle de la direction des formations. Donc, la direction des formations était là quand on a opérationnalisé la DPIP. Maintenant, quand la DPIP vient, que s'est-il passé? Et la direction des formations a été transformée en division des formations et annexée maintenant à la DRH, la direction des ressources humaines. Donc, actuellement, la direction des formations est assurée par le directeur des ressources humaines. Bon, en lieu et place, cette nouvelle direction est venue et que nous appelons la direction des programmes et des innovations pédagogiques. Bon, quelle est notre attribution? Notre mission première, c'est d'élaborer la politique des manuels scolaires et de les mettre en application dans le pays. Aussi, les programmes, les curricula de l'éducation d'enseignement sont élaborés ici. Les manuels scolaires sont élaborés par la direction des programmes et des innovations pédagogiques. Et depuis que nous sommes là, on a travaillé sur l'élaboration des manuels scolaires des classes de CM1 et de CM2. Actuellement, nous travaillons sur les manuels scolaires de 6e et de 5e et que ça continue. Et nous avons fait aussi participer à d'autres programmes, dont l'introduction de l'anglais au préscolaire et au primaire. Et rappelons que ce n'est pas la DPIP qui est porteur de ce projet. C'est une commission. Et au-dessus de la commission, c'est vrai, il y a le président que je suis. Mais nous rendons compte directement au DC, directeur de cabinet, qui est le coordonnateur national de ce projet. Moi, je suis le président de la commission qui s'occupe de l'élaboration des programmes, du pilotage, de tout ce qu'il faut pour que l'anglais soit parlé au préscolaire et au primaire. À la rentrée scolaire 2024-2025, le 16 septembre prochain, l'initiation des enfants du préscolaire va démarrer dans les écoles togolaises, mais l'initiation en anglais. Et c'est à la faveur des opportunités qu'offre le Commonwealth au système éducatif togolais. Et c'est pour ça que les acteurs sont autour du point focal Madame Alaba, qui est point focal sur le Commonwealth au niveau du ministère d'enseignement primaire secondaire, sont à pied d'œuvre, tous ces acteurs. Et il y a beaucoup de documents qui sont en cours de préparation, des modules qui sont en cours de préparation pour que cela soit effectif dans les écoles préscolaires. Forage citoyen sur l'orientation, l'entrepreneuriat, l'intelligence artificielle et les opportunités de Commonwealth. C'est Youth for Youth qui l'a organisé récemment. On va suivre ce petit reportage pour nous enquérir de ce qui a été fait au profit d'une cinquantaine de participants. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Après mon bac, j'aimerais venir dans l'IR. J'aimerais devenir pharmacien. Lorsque vous voulez devenir exercer un métier, il faut avoir des connaissances de base.
C'est un plaisir pour moi ce matin d'avoir participé au Forum citoyen de la jeunesse. Ils nous ont permis d'avoir l'esprit ouvert dans plusieurs domaines, de savoir ce qui nous attend après le baccalauréat. Les modules qui m'ont marqué spécialement sur l'IA, l'intelligence artificielle. Oui, le module sur l'orientation professionnelle, scolaire professionnelle, où on va parler des différentes formations qu'offrent les universités publiques et privées. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est le fait de dire aux jeunes aujourd'hui de vraiment prendre au sérieux l'anglais. Je vous invite à ne pas rater cette opportunité de Forum citoyen de la jeunesse. Et à cette initiative de ce genre vous permet de réseauter, d'avoir de nouvelles connaissances et bon, vous voyez le monde de plus en plus clair. Gratitude à tous les organisateurs, à monsieur le président de Youth for Youth et à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. Nous sommes très satisfaits, nous avons eu une forte participation des jeunes. Ils étaient curieux, ils ont posé beaucoup de questions. Nous avons eu 5 modules au total, concernant notamment l'intelligence artificielle, l'exposition du Commonwealth, les valeurs, le civisme et le patriotisme, etc. Je dirais globalement les objectifs ont été atteints. Vous comprenez que ça fait partie des activités de vacances parce qu'il faut bien gérer les vacances pour que ça puisse être profitable à tous les apprenants. Autre information à partager avec vous dans Actu Éducation, lancement ce lundi 29 juillet au Centre Confucius de l'Université de Lomé de la semaine de la petite enfance et de la famille, prenant en compte la question de l'inclusion au niveau du préscolaire. Plusieurs conférences thématiques, donc plusieurs thèmes seront développés par des experts. Rencontre de plaidoyer pour la prise en compte des problématiques de l'entrepreneuriat du genre. L'initiative est prise par l'ONG Plan International Togo et Action Éducation dans le cadre du projet Savane Motor. Cette activité de plaidoyer a eu lieu à Tapamé, présidée par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Dans cette interview, nous allons suivre la directrice du projet qui va nous expliquer les enjeux, l'intérêt de cette rencontre très importante de plaidoyer pour la prise en compte des questions d'entrepreneuriat, des questions de genre dans les programmes, dans les curricula au niveau du ministère de l'Enseignement primaire et secondaire. C'est un atelier technique sur un plaidoyer que nous avons mené tout au long du projet. Et le plaidoyer consistait à intégrer dans les curricula d'enseignement, comme nous l'avons dit, le contexte de l'insécurité où on voit la montée de l'extrémisme violent, où les jeunes peuvent être enrôlés facilement dans les groupes extrémistes. Il fallait trouver des moyens pour pouvoir toucher du doigt les causes profondes. Et partie des causes profondes, on a vu des questions de chômage, les questions de vulnérabilité, de la pauvreté des populations, mais également des questions de valeurs citoyennes qui posaient problème. Donc il fallait questionner ces éléments, il fallait toucher du doigt ces aspects-là pour amener les populations à pouvoir adhérer à la politique du gouvernement, au vivre ensemble dans nos communautés, en particulier la région des savanes. Donc le projet a touché du doigt les questions de l'emploi des jeunes, en appuyant certains jeunes, les femmes et les jeunes à pouvoir s'installer. Le projet a pensé qu'il était important de toucher le niveau scolaire ou l'espace de l'éducation, que ce soit technique ou l'éducation générale. Et c'est dans cette optique que les aspects d'entrepreneuriat ou d'employabilité qui ne sont pas systématiquement pris en compte dans les curricula d'enseignement ou parfois pris en compte mais non diffusés, il fallait aller chercher, fouiller, voir ce qui existe. Et le constat qui est fait quand l'état des lieux a été réalisé, c'est qu'effectivement, on a parfois des documents qui existent, qui abordent les questions de culture de la paix ou du genre, quand on cite par exemple l'ECM dans les enseignements généraux et techniques, mais également on a constaté qu'il y avait quand même des limites à ces aspects. Et quelles sont les limites qu'on a relevées? C'est que tous les enseignements ne sont pas formés pour pouvoir transmettre ces éléments, et également tous les aspects, quand nous parlons du genre, tous les aspects ne sont pas abordés, et quand nous parlons également de la culture de la paix, tous les aspects ne sont pas non plus abordés, et moins encore l'entrepreneuriat qui n'est pas vraiment pris en compte au niveau général, même si on voit assez d'efforts au niveau de l'enseignement technique. Donc pour nous, ce cadre de plaidoyer doit pouvoir permettre aux acteurs qui interviennent de se mettre ensemble pour ne pas aller en rang dispersé, pour venir vers le gouvernement qui est déjà engagé
dans cette optique-là pour renforcer ce qui est déjà en cours d'être mis en œuvre. Nous ouvrons maintenant la rubrique Agenda Éducation. Dans la rubrique Agenda Éducation, nous retenons que l'Université de Kara a célébré ses 20 ans. Il y a eu beaucoup d'activités. Et si tout va bien, l'équipe de débat éducation recevra le président de l'Université de Kara, le professeur Tcharié, pour savoir davantage sur le travail que l'université a fait durant les 20 ans, l'impact de l'université sur le milieu, la région de la Kara et sur la population, sur le développement du pays d'une manière générale et les perspectives pour les 10 prochaines années. C'est autour de ces 2 points que nous allons nous entretenir avec le président de l'Université de Kara. Dernière information de cette rubrique Agenda Éducation, vous savez que la rentrée scolaire 2024-2025, c'est pour le 16 septembre prochain. Et donc, on n'est pas trop loin, même si on est en plein dans les vacances, on n'est pas trop loin. Et nous invitons les parents, les élèves, les enseignants à suivre de toute façon l'actualité sur l'éducation à travers cette initiative prise par le directeur de la TVT qui a voulu qu'on consacre une série d'émissions sur la gestion des vacances. Voilà, les émissions de vacances, il y a plusieurs thématiques qui sont en train d'être diffusées. Et donc, il y a des thématiques sur l'art oratoire qui ont porté sur la transparence, l'éthique, la connaissance de soi, et l'empathie, des thèmes, par exemple, sur l'intelligence artificielle, sur l'engagement scolaire pour le développement industriel du Togo et sur la gestion des vacances. En tout cas, plusieurs thématiques sont déjà diffusées et d'autres sont en vue. Et donc, nous invitons tous les élèves, en tout cas tous les acteurs de l'éducation, à ne pas rater ces émissions de vacances. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité à cette émission. Et on vous donne rendez-vous pour un autre numéro de débat éducation la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.